Merci à chacun pour vos mots introductifs. Je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Donc juste pour vous dire qu'on avait imaginé ces journées d'études en deux temps, donc les matinées plutôt axées sur la recherche, les après-midi plutôt sur les ateliers pratiques. Au niveau des matinées, donc nous aurons à chaque fois deux conférences introductives. Aujourd'hui étant plutôt axé sur numérique et apprentissage, demain plutôt sur numérique et pratique pédagogique au niveau des conférences recherche. Donc le format sera le même sur les deux journées. Nous commencerons par une conférence plénière où nous avons invité un grand témoin spécialiste de la question. Puis nous aurons des ateliers recherche qui permettra peut-être un échange plus participatif, donc autour de recherches qui se sont déroulées notamment dans l'académie. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de lancer ces journées du numérique en accueillant donc Aurélien Fiévez, qui nous a fait l'honneur d'introduire ces journées. Aurélien Fiévez, donc qui est docteur en sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, qui est spécialiste de la question d'éthique en milieu scolaire. Et d'ailleurs, vous aurez son ouvrage qui est à disposition dans l'atrium sur les différents stands qui vous sont proposés. Donc, vous pourrez prendre connaissance de son ouvrage au moment des pauses. Donc Aurélien est maintenant spécialiste expert scientifique pour la communauté wallonne en Belgique, où il est en train de monter une unité notamment de recherche sur la question des technologies éducatives en milieu scolaire. Donc, comme vous l'a présenté Elsa tout à l'heure, juste d'un point de vue pratique, je vais laisser la parole à Aurélien. Donc, on vous a donné des QR codes que vous pouvez flasher. J'ai vu qu'un certain nombre s'étaient déjà entraînés à flasher leur QR code avec leur téléphone. C'est pour que ça marche. Et puis, j'essaierai de faire une synthèse peut-être des questions que vous aurez envie de poser à Aurélien. Donc, je vais vous laisser la parole, Aurélien, à peu près 45 minutes. Et puis après, donc on en viendra à l'échange interactif. Vous pouvez, au fur et à mesure de la conférence, envoyer vos questions quand Aurélien s'exprime, mais on va vous laisser dérouler l'intégralité de votre présentation et puis on en viendra ensuite aux questions. Voilà, je vous remercie. Voilà, bonjour à tous. Je vais essayer de... Voilà. Bonjour à tous. Alors, je vais, me présenter rapidement, parce qu'on l'a déjà fait. Mais donc, en fait, à la base, je suis enseignant d'histoire-géographie. Donc, j'ai fait mes études en Belgique, puis ensuite, je suis parti au Québec, où j'ai fait notamment mon doctorat en sciences de l'éducation à l'Université de Montréal avec Thierry Carcentier, que certains connaissent peut-être. Donc, je me suis principalement occupé ces années où j'étais au Canada de recherche en sciences d'éducation orientée sur les technologies mobiles, donc principalement les tablettes tactiles. Donc j'ai eu la chance en fait d'arriver pile au moment où les tablettes tactiles ont été introduites dans les établissements scolaires. Donc ce sont des établissements scolaires principalement privés ou publics, avec une grande majorité d'établissements privés, où les tablettes tactiles ont été intégrées de manière massive. Donc, c'est-à-dire que le choix a été fait par le chef d'établissement d'obliger les étudiants à acheter en début d'année une tablette tactile pour, c'était un iPad effectivement la plupart du temps, pour justement leur apprentissage. Et donc, j'ai pu ainsi suivre au fur et à mesure du temps l'évolution des pratiques pédagogiques, des apprentissages, sur cet outil spécifique. Donc j'ai réalisé différentes études de 2012 à 2017 sur la question. Enfin, en 2017, l'étude s'est finalisée par la création d'un modèle d'intégration des TIS qui vise justement un modèle générique basé sur l'étude des tablettes tactiles en question. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est principalement cette réflexion, donc la finalité de cette réflexion qui a été justement la création de ce modèle, et en essayant avec vous de cheminer un petit peu sur les processus réflexifs qui sont liés justement à l'intégration des technologies.
Donc globalement, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai conçu la recherche, quel est le cas théorique, etc. Vous connaissez le principe d'une présentation scientifique, mais je vais essayer d'agrémenter ça par des exemples un peu plus pratiques pour que chacun puisse s'y retrouver en même temps. Donc on est parti d'un constat qui est souvent récurrent. Donc déjà en 2014, 2016, 2018 ensuite, on avait des chiffres qui étaient assez réguliers, notamment dans la particularité des TIS au niveau des élèves. Alors différents chiffres en fait posent question, notamment 40% des élèves dorment avec leur appareil numérique. Donc c'est une des enquêtes qui a été menée, et c'est ça effectivement ce qu'on avait aussi relevé, c'est que beaucoup d'étudiants, d'élèves en question, s'endorment avec leur outil technologique et les parents le retrouvent le matin avec la tablette encore allumée. Aussi que 40% des élèves n'avaient jamais été en présence d'un individu lors d'une consultation en ligne et n'avaient jamais été conscientisés sur l'utilisation des réseaux sociaux ou de l'utilisation du web. Et enfin, que 10% des élèves étaient confrontés à du harcèlement sur Internet. Mais que 90% des élèves avaient un téléphone cellulaire et 82% des ménages, maintenant on est à peu près à 90% des ménages au Canada, accèdent aux technologies. Donc, les technologies sont présentes, mais pas toujours responsabilisées. Les technologies sont présentes, mais pas toujours intégrées dans et hors de l'école. Et c'est ce système, cette partie systémique justement qui doit être considérée. Et donc ça a fait l'objet justement de différentes études qui ont mené à la réalisation de cette enquête. Maintenant, on est tous d'accord, tous les chercheurs sont d'accord pour dire que les technologies sont là pour favoriser l'enseignement et l'apprentissage, sont là pour développer les compétences, mais qu'il y a aussi différents risques. Alors en même temps, l'utilisation des TIS, donc ça vous connaissez régulièrement la phrase qui dit l'utilisation des technologies se fait uniquement par la considération de sa plus-value et non pas par la considération de l'outil en question. Et donc ça fait partie justement de cette partie introductive qui vise vraiment à réfléchir sur l'utilisation de l'outil. Alors on a régulièrement, peu importe les outils, des réalités qui sont identiques. Donc des méthodologies nouvelles, donc je reviendrai tout à l'heure sur le principe de classe inversée, etc. Des conceptions de l'enseignement qui sont souvent modifiées. Alors on a souvent les mêmes avantages et les mêmes défis. Donc c'est-à-dire que je parlais de la tablette tactile, on a réalisé des études aussi sur les tableaux blancs interactifs ou les portables. Les avantages et les défis sont régulièrement les mêmes. Donc c'est-à-dire qu'en termes d'avantages, on a effectivement une motivation, une collaboration qui sont accrues, un accès immédiat à l'information. Donc ça, ce sont des avantages récurrents. Maintenant, les défis sont souvent également identiques, comme la distraction des élèves, une gestion de classe qui est relativement complexe. Donc, ce sont des avantages et des défis qui reviennent régulièrement et sur lesquels il faut arriver à jongler. Donc, ici, l'objet n'est pas vraiment de vous faire le topo de l'utilisation d'un outil spécifique, mais de vous montrer en même temps comment on peut apprivoiser et mettre en évidence différents types d'outils, quels qu'ils soient. Et enfin en continuité, c'est au niveau des acteurs de l'éducation. Donc, c'est-à-dire que si je reprends mon contexte, donc le contexte avait été d'intégrer massivement des tablettes tactiles, donc un outil spécifique dans les salles de classe. La réussite des écoles, donc les écoles qui avaient vraiment réussi à faire ce passage de la transition numérique, étaient les écoles où l'ensemble des acteurs avaient été intégrés. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on met souvent de côté les parents. Les parents qui, justement, en dehors de l'école, sont les premiers acteurs après l'enseignant à devoir intervenir avec les technologies, sont souvent mis de côté et l'accompagnement et la formation qui sont liés sont souvent mis de côté. Et donc les écoles qui avaient vraiment réussi cette transition numérique étaient les écoles où, en début d'année scolaire, des séances d'information, des formations, même sur certains outils spécifiques avaient été organisées, un accompagnement en continu a été également mis en place. Ce sont ces établissements scolaires où on peut parler de résultats étaient les plus visibles, tout simplement parce que les élèves étaient autant accompagnés à l'école qu'en dehors de l'école. Et c'est cette synergie qui faisait justement la réussite et l'augmentation du développement des compétences des étudiants.
Donc je parle des parents ici, j'en reparlerai plus tard, des administrateurs scolaires ou des conseillers de l'éducation, c'est le même principe. Donc c'est vraiment l'ensemble des acteurs qui doivent être mis en synergie. Et donc, ce que l'on met souvent de côté, c'est qu'on parle souvent de la sphère scolaire, on parle moins de la sphère familiale ou de la sphère professionnelle. Donc on parlait aussi tout à l'heure, et c'est très bien qu'on a introduit la question, c'est-à-dire que la base de l'école est de préparer un citoyen à accéder au marché du travail et à s'intégrer dans la société. C'est la mission principale de l'école et la mission sur laquelle les enseignants doivent travailler. Et donc, il est nécessaire de considérer les trois sphères pour pouvoir arriver justement à mettre en place des outils et aussi un enseignement qui est utile. Faire du numérique pour faire du numérique, comme je le disais, n'a aucun intérêt. Maintenant, préparer les étudiants à arriver dans le marché du travail avec des compétences nécessaires, là, ça devient relativement intéressant pour un étudiant ou un élève. Donc je vais refaire un bref topo sur ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc je voudrais insister sur différents points. C'est principalement la réflexivité et l'adaptation de l'enseignant. Donc on parlera de praticien réflexif. Donc je reviendrai plusieurs fois sur la thématique du praticien réflexif et de cette réflexivité vis-à-vis de son enseignement et de l'apprentissage que l'on donne aux élèves. Une société connectée, un accès à l'information, et je parlerai également d'ubiquité. L'ubiquité, je vais définir le terme tout de suite, comme ce sera plus facile, c'est l'accès à différents outils à travers le temps et à travers l'espace. Donc par exemple, je vois madame avec son téléphone et avec son ordinateur, elle fait preuve d'ubiquité. Lorsqu'elle sera dans le train tout à l'heure, elle fera encore preuve d'ubiquité. Voilà, donc c'est le principe d'ubiquité qui devient quelque chose de courant maintenant au niveau des étudiants et des enseignants. L'intégration des technologies de manière générique, les outils, des multiples outils. Alors, parce que plus les années passent et plus le principe revient et la réflexion est identique. Donc, l'évolution technologique fait qu'on accède à des nouveaux outils. On parlera d'intelligence artificielle, de robotique aujourd'hui, on ne parlait pas de ça il y a 10 ans, mais l'intégration de l'outil dans la classe et sa pertinence pour une séquence d'apprentissage spécifique reste le même. C'est-à-dire que le principe que l'enseignant va utiliser, donc sa réflexivité vis-à-vis de l'outil est identique. C'est-à-dire qu'il devra toujours se poser la question de comment l'outil peut répondre à son enseignement. Donc, au plus les outils évoluent, au plus la réflexivité est la même. L'enseignement et l'apprentissage, et alors je parlerai évidemment de modèles d'intégration des technologies. Donc je reviens avec mes réalités, donc c'est pas la technologie utilisée qui favorise l'apprentissage, mais l'usage qui en sera fait, donc ça c'est le constat actuel. Aussi avec des processus d'intégration et d'appropriation qui demandent un suivi pédagogique et technique. Et la question qui revient régulièrement et sur laquelle on doit répondre, c'est le comment. Donc comment justement intégrer les technologies dans la classe. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais vous faire part de différents principes. Donc, je vais vous montrer un petit peu les usages qui ont été faits de la tablette tactile de manière spécifique. Donc, comment on peut arriver à concevoir un modèle d'usage d'un outil. Aussi, de voir un petit peu avec vous quels sont les différents modèles d'intégration des technologies et surtout, pour vous, comment vous pouvez arriver à déterminer s'ils sont pertinents ou non. Et en même temps, de voir la comparaison que j'ai utilisée pour pouvoir les comparer, les analyser et justement arriver à retirer de ces modèles d'intégration une pertinence certaine. Donc, différents cadres conceptuels. Donc, j'ai utilisé tout le cadre conceptuel lié aux outils technologiques, principalement mobiles. Tout ce qui était modèle d'intégration, force limite, typologie, tout ce qui est intégration de la tablette et en même temps tout ce qui est pratique enseignante avec les processus réflexifs que je venais d'expliquer. Alors je vous ai déjà un peu expliqué ce que c'était l'ubiquité, donc c'est vraiment, on parlera également de mobiquité, donc la mobilité avec l'utilisation d'outils multiples pour un apprentissage mobile et l'utilisation d'un outil spécifique. Donc on a une subdivision de concepts étant donné que évidemment la technologie avance. Donc aujourd'hui, je vais principalement m'intéresser à une sphère qui est la sphère de l'enseignant, donc son action et comment il conçoit une séquence de cours dans la classe. Donc ici, c'est un modèle qui a été conçu justement après l'analyse de la littérature sur l'utilisation d'un outil mobile en salle de classe.
Alors ça peut paraître un peu bizarre comme modèle, mais c'est assez facile à comprendre. Donc vous avez sur la partie gauche tout ce que vous faites en présentiel dans votre classe. Et à côté, tout ce que vous faites en formation en ligne, à l'extérieur de votre classe. Donc, vous avez, par exemple, dans la formation en présentiel, vous utilisez dans votre salle de classe des ressources technologiques, vous utilisez Internet, vous avez peut-être une classe qui est une classe plus ou moins virtuelle, et vous utilisez, ou pas, à distance, ce que l'on appelle de la formation à distance, ou alors de la formation mobile ou ubiquitaire, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc l'objectif ici était de voir si, d'un point de vue conceptuel, on pouvait constater dans une salle de classe la même chose. Donc en gros, est-ce qu'aujourd'hui on peut voir ce principe de double formation présent dans les salles de classe, et si oui, de quelle façon? Et en même temps de voir si les usages qui sont évoqués, donc des usages de collaboration, de présentation, d'enseignement ou des usages analytiques sont présents ou non. Et en même temps, donc vous avez la flèche vers le bas avec les modèles de rotation flexible ou virtuel enrichi. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement qu'on va du plus simple, qui est le modèle de rotation, qui est la classe inversée. Donc simplement, pour le rappel, la classe inversée, c'est de mettre à disposition principalement des contenus théoriques en dehors de la classe. Donc plutôt que de faire une présentation comme je le fais, théorique pendant 45 minutes, vous pouvez le mettre à disposition à distance avant le cours et pouvoir vous concentrer sur des choses plus pratiques et à faire de l'accompagnement en salle de classe. C'est ce principe-là. Ou alors vous arrivez à des modèles virtuels enrichis, c'est-à-dire que vous organisez non plus votre cours en fonction de thématique, enfin en fonction de thématique oui, mais plutôt en fonction des besoins de l'élève. Et donc vous organisez vos 5 séances, admettons, sur la semaine, avec 2 séances d'accompagnement, 3 séances qui sont plus spécifiques et individuelles, et vous autorisez à certains étudiants, donc c'est plus pour l'enseignement supérieur, avec des granularités différentes pour l'enseignement scolaire, de ne pas assister à vos cours puisqu'ils ont utilisé ou mis en place ces concepts à l'extérieur de la classe. Et donc en fait, votre rôle est vraiment d'accompagner l'étudiant dans sa classe, mais non pas forcément de l'obliger à rester là s'il a déjà fait les exercices de par ailleurs. Donc voilà, c'est le principe que l'on pourrait utiliser. On va voir après si ça s'est fait réellement ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un principe conceptuel sur le fait qu'on peut mettre en place dans une utilisation mobile, alors que ce soit des tablettes, des téléphones portables ou des portables, le principe est le même, à partir du moment où c'est un outil mobile. Évidemment, on n'utilise pas ce modèle pour des tableaux blancs interactifs, évidemment, puisque l'ubiquité n'existe pas. On parlera de pratique enseignant, donc c'est quand même important de faire la distinction entre les 3 axes. Donc la partie préactive qui est plutôt une planification, donc je planifie mon cours. Interactive, donc en classe, j'ai une intervention avec les élèves. Et post-active qui est effectivement l'évaluation de mon enseignement. On parlera de 2 types de modèles. Donc, comme je vous le disais, je vais m'occuper aujourd'hui des modèles d'enseignement. Donc, comment un enseignant justement conçoit son cours et non pas les modèles d'apprentissage qui visent justement à comment un élève va acquérir des connaissances. Donc les modèles d'enseignement, ça reste des indications. Donc c'est-à-dire que c'est un modèle qui permet, je vois moi le modèle comme un principe réflexif. Donc je peux me situer, avec un modèle je peux me situer pour voir si je fais bien le cheminement conceptuel qu'il faudrait faire, plutôt qu'une recette de cuisine à suivre. Donc ici, je vais vous montrer différents modèles. J'en ai conçu un qui est un modèle qui est unique, évidemment, et qui rassemble les forces de différents modèles en évacuant les lacunes. Et alors, vous avez une typologie des modèles si jamais vous voulez accéder à certains axes spécifiques. Donc, je vous montrerai les axes après. Donc ici, différents objectifs, donc pratique pédagogique, modèle d'intégration, une typologie et un modèle de la création de la tablette. Alors la méthodologie, donc c'est une recherche quand même qui a, comme je vous le disais, qui s'est quand même déroulée sur 5 ans. Donc on a utilisé principalement des questionnaires auprès des enseignants. Donc on a été dans les classes, on a passé les questionnaires au niveau des élèves, on a passé les questionnaires, donc les enseignants eux le font souvent à distance, les enseignants ou parfois pendant qu'on était là ils l'ont complété en même temps que les élèves. Donc on a des questionnaires au niveau des enseignants, des questionnaires au niveau des élèves, on a des questionnaires au niveau des directions, on a des questionnaires au niveau des conseillers pédagogiques.
On a eu des entrevues de groupe avec des élèves, des entrevues de groupe avec des enseignants et en même temps des entrevues individuelles. Ce sont les entrevues individuelles qui ont permis surtout de progresser ici dans la façon dont un enseignant conçoit son cours et différentes analyses de données. Donc on parlera de méthodologie mixte puisqu'on a des principes quantitatifs et qualitatifs. Je vous évite les logiciels d'analyse. Donc la recherche menée sur 25 ans ensuite visait 26 000 élèves et 802 enseignants. Donc à travers donc c'est une recherche qui a été menée au Québec. J'ai fait également des éléments comparatifs qui avaient été présentés à l'UNESCO en 2015 sur la comparaison entre l'utilisation de la tablette tactile en Belgique, en France et au Québec. Et sur les différents aspects, justement, les mêmes indicateurs de planification, d'avantages, défis, etc. Donc ça a fait partie également de cette recherche-là. Et donc cette recherche dont je parle aujourd'hui vise un échantillon de ces 26 000 et de ces 802 enseignants. Donc principalement les 802 enseignants, on a pris 200 enseignants, 100 enseignants du public, 100 enseignants du privé. On a pris également, on a fait 10 entrevues de groupe et des entrevues individuelles pour arriver à cibler justement les différentes parties et les résultats. Donc comme je le disais, on a eu différentes parties à cette recherche, donc principalement les usages, modèle d'intégration de la tablette et des recommandations. Alors les résultats. Donc au niveau des usages par les enseignants, donc principalement correction d'exercices, annotation de documents, recherche d'informations, conception de cours, communication, collaboration, évaluation formative à peu près 4%. Donc ça, ce sont les principaux usages de la tablette. Après, l'objectif étant d'arriver à concevoir le même modèle que j'ai expliqué tout à l'heure, mais actualisé avec les réalités. Alors, qu'est-ce que l'on constate ? On constate d'abord qu'au niveau de la formation en présentiel, là c'est tout à fait validé. Les outils sont utilisés. On a l'utilisation d'Internet et du cloud évidemment. On a la formation en ligne. Là par contre, c'est beaucoup moins visible. Donc on a une formation en ligne qui vise principalement de la formation à distance. Donc en simple, c'est la mise à disposition d'un site Internet ou la mise à disposition d'un Moodle à distance pour les étudiants. Après, l'utilisation ubiquitaire et l'utilisation mobile, c'est-à-dire vraiment l'utilisation de l'outil en dehors de la classe de manière plus intégrée, ça non. Donc, on se limitait à la formation à distance. Pour ce qui est des applications multiples, ici vous voyez qu'il y a maintenant deux bulles. Vous avez application d'un côté, usage de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une confusion pour les enseignants entre les outils et les usages. Tout simplement, quand on leur posait la question quel usage utilisez-vous et mettez-vous en évidence, ils visaient des outils. Donc, ils visaient des outils, par exemple, de présentation, plutôt que d'expliquer concrètement quel était l'objectif de l'utilisation de l'outil en question. Et donc, ici, voilà pourquoi il y a deux bulles. Elles l'ont été indiquées quand même. C'est parce que, justement, c'était pour bien montrer ces disparités entre la compréhension de l'enseignant, entre l'outil et l'usage qui en est fait. Et enfin, je vais en arriver aux différents modèles que j'expliquais tout à l'heure avec l'utilisation et le fait de vraiment de repenser la façon dont on mettait en place l'apprentissage en dehors de la classe et à l'intérieur. Ici, on se limitait à la classe inversée. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure avec des séances d'accompagnement et de formation à la place de séances théoriques ou à la place d'exercices, c'était pas vérifié. Donc, c'était pas même très peu présent. En termes de pourcentage, on était à peu près à 2%. Donc c'était vraiment très faible. On était quand même avec de la classe inversée de manière assez visible. À 80%, il y avait quand même de la classe inversée, mais très peu d'utilisation vraiment en dehors du contexte scolaire. Ce qui veut dire que, et je vais arriver ensuite dans mon modèle, une transformation de l'enseignement, une transformation de l'apprentissage n'était pas encore visible. Donc c'est principalement les deux grands points. Alors je vais en venir maintenant au modèle théorique et à l'utilisation et comment justement vous pouvez vous-même analyser si un modèle est efficient ou pas. Donc on part des pratiques pédagogiques, des processus d'intégration qu'on a pu identifier et ensuite on arrive à faire une typologie. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait ? On recense l'ensemble des modèles et on les classe.
en fonction de différents critères qui sont des critères de description, d'interprétation ou de prédiction. Donc je vous détaille pas la façon dont je l'ai effectué. Je vous montre ici les 16 modèles qui ont été analysés. Donc ce sont ces 16 modèles-là qui ont été décortiqués et qui ont été vérifiés. Peut-être que vous en connaissez certains, je vais y arriver. Le modèle le plus connu est le modèle Samer, qui est un modèle qui est assez utilisé. Je prends ce modèle-là, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le modèle qui, d'un point de vue de recherche, est le plus mauvais. Donc, c'est un modèle qui n'est pas basé sur une recherche expérimentale ou même une recherche descriptive. C'est simplement une réflexion d'un acteur sur la question des technologies. Je ne dis pas qu'il est mauvais pour autant. Ce que je vous dis simplement, c'est qu'il n'a pas été prouvé scientifiquement. Donc voilà, je pris juste cet exemple-là pour vous expliquer. Donc ici, vous avez 16 modèles. Dans ces 16 modèles, on peut arriver à les classer. Donc, lorsque l'on fait justement un classement, on voit que des modèles vont principalement regarder le processus d'intégration pédagogique d'éthique. Donc, c'est de voir comment justement l'enseignant va cheminer dans l'intégration de la technologie. Vous avez les niveaux d'acquisition de l'enseignant. Donc, c'est son niveau. Je vais y revenir après. Donc, c'est en fait, en bref, c'est le niveau d'intégration dont l'enseignant fait preuve dans sa classe. Donc, en somme, on a les plus bas niveaux sont simplement j'utilise basiquement mon ordinateur pour faire une présentation, et les derniers niveaux étant je transforme l'enseignement à l'apprentissage à l'aide des technologies. Donc voilà, c'est le principe des niveaux d'acquisition. Et vous avez ensuite les modèles qui sont centrés sur les processus d'intégration et sur les niveaux d'acquisition. Donc c'est les deux combinaisons. C'est ces modèles-là qui nous intéressent. Et ensuite les modèles centrés sur le rôle de l'outil au sein de la relation pédagogique. Ça, ce sont les modèles les moins utilisés et les moins à utiliser puisqu'ils se centrent sur l'outil. Et ensuite, les modèles qui sont centrés sur les facteurs internes-externes et enfin sur les connaissances technopédagogiques. Ce sont des modèles qui sont spécifiques mais qui sont hyper intéressants, notamment sur la réflexion vis-à-vis de l'intégration d'éthique. Parce qu'on exclut, comme je le disais tantôt, régulièrement les facteurs internes-externes qui sont par exemple les parents. Et donc, au-delà de comprendre comment je dois intégrer la technologie dans mon cours, je dois aussi comprendre le contexte dans lequel il s'inscrit. Et il s'insère. Donc ici, vous avez les différents critères, les différents modèles, pour rappel. Et donc, comment on peut arriver à analyser si un modèle est fiable ou non? Comment j'ai procédé? Donc, c'est une analyse qui est basée sur les travaux de Van der Maren sur l'analyse des modèles d'intégration, pas des technologies. Il analyse les modèles, parce qu'ici, évidemment, l'analyse des modèles d'intégration étant un nouvel aspect. Ici, l'objectif était d'avoir d'autres utilisations de modèles. Donc, comment d'autres acteurs, par exemple en sciences infirmières, arrivaient à analyser des modèles d'intégration et comment on peut le faire. Et donc, vous avez deux types d'analyse. L'analyse critique qui vise à regarder les forces et les faiblesses du modèle et l'analyse inférentielle qui vise justement à le bonifier. Donc, on se base sur 3 axes. Donc, principalement, dans un modèle d'intégration des 6, sur quoi on se base? On se base sur les objectifs, les méthodes et les outils. Les objectifs, vous les connaissez, donc ce sont principalement ce que un enseignant va utiliser, notamment avec les référentiels de compétences qu'il utilise pour pouvoir mettre en œuvre son enseignement, donc le programme de formation. Donc c'est principalement comment je peux mettre en œuvre mon programme de formation avec l'aide des technologies. J'utilise différentes stratégies et méthodes, donc je parlais de classe inversée, c'est une des méthodes pédagogiques qu'on peut utiliser. On peut utiliser différents outils selon différentes façons de faire, et donc ça fait partie d'une des considérations. Et enfin, les outils et instruments cognitifs, donc c'est vraiment la plus-value que la technologie peut apporter dans l'enseignement et l'apprentissage. Donc, ce qu'un modèle doit avoir, c'est principalement être complet, transposable, basé sur des recherches scientifiques et avoir été validé. Mais principalement et aussi être la base d'un processus itératif. Donc, comme je l'expliquais tantôt, vous avez vraiment deux parties. Le processus d'intégration, donc comment l'enseignant intègre les technologies, quelles sont les étapes pour l'intégration, et d'autre part, comment il se situe dans l'intégration des technologies. Je vous évite la synthèse de comment on peut utiliser un modèle pour les chercheurs. Vous pouvez aller voir la question. En gros, je vous ai expliqué brièvement une analyse critique et inférentielle. Vous avez toute une liste de questions. Donc, vous prenez un modèle pour vous regarder s'il répond à oui ou à non à l'ensemble des questions. À la fin, vous arrivez à voir si le modèle est fiable ou non. En résumé.
Ce qu'il était important ici, dans le modèle que j'ai conçu, c'était d'avoir différentes parties qui se retrouvaient dans différents modèles. Donc par exemple, dans le modèle qui est ici, c'est l'élément déclencheur. Donc c'est-à-dire que principalement dans la recherche qu'on a menée, l'élément déclencheur a été l'établissement scolaire. Donc c'est le directeur ou la commission scolaire, donc le groupement d'écoles si on veut, qui a décidé d'intégrer globalement des tablettes tactiles dans l'ensemble des établissements. Ou un directeur qui s'est dit, je voudrais que dans mon établissement scolaire, les élèves utilisent leur ordinateur portable ou leur tablette. Donc il y a un élément déclencheur qui est hyper important parce que par exemple, je vais prendre cet exemple-là, dans 30% des cas, les enseignants n'en voulaient pas. Et donc, de ce fait-là, évidemment, les résultats qui en suivent, la façon dont l'enseignant va intégrer, l'accompagnement, la formation qui va être liée, est totalement différent. Donc c'est pour ça qu'il est important d'intégrer l'élément déclencheur de la dynamique d'intégration. Ensuite, vous avez le modèle TIPA qui est assez connu. Ce qui est important de voir, c'est même son adaptation qui est celle-ci. C'est vraiment de faire le lien entre les connaissances technologiques, ses aspects personnels, tout ce que l'on a comme contenu et tout ce que l'on a comme connaissances pédagogiques et de faire un lien avec cet ensemble. Et enfin, ici le modèle de Rabi qui lui permettait d'arriver avec les niveaux d'intégration. Donc comme je l'expliquais tout à l'heure, un enseignant a différents niveaux d'intégration. On parlait tout à l'heure de dire, ben oui, mais un enseignant aujourd'hui a peur de la technologie, un enseignant parfois utilise peu les technologies en classe. Et donc ça fait partie de cette réflexion-là. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'enseignant qui utilise peu ou utilise mal, c'est simplement que le niveau d'intégration n'est pas encore suffisamment élevé. Et donc ça n'a rien de négatif, ça n'a vraiment rien de négatif, c'est simplement une progression dans l'apprentissage pour l'enseignant de ses niveaux d'acquisition. Alors pour ça, je vous réfère notamment à des travaux ou des outils aussi. Vous avez des outils que l'on utilise globalement à la Commission européenne qui est le référentiel DISHCOMP. Alors c'est un référentiel de formation pour les établissements scolaires, pour les enseignants et pour les élèves. Donc si vous allez sur la partie DISHCOMP de la Commission européenne, vous allez voir un outil qui s'appelle Selfie. Donc c'est un outil qui permet, il a été implémenté en France, puisque j'ai participé avec mes collègues français sur l'implémentation sur le territoire. Donc un établissement scolaire peut compléter un questionnaire et ce questionnaire vous donnera le niveau d'intégration de l'établissement scolaire vis-à-vis de différents indicateurs. Donc c'est très intéressant pour les établissements, mais aussi pour les enseignants. Donc les enseignants répondent également à des questions et un chef d'établissement peut ainsi situer où se trouvent ses enseignants, ses conseillers et son établissement vis-à-vis d'une stratégie numérique et d'un niveau d'intégration des technologies. Donc voilà, c'est un des outils qui est disponible actuellement et ça fait partie justement de ce que j'explique des niveaux d'intégration, donc cette progression dans l'intégration des technologies. Et ensuite, je voudrais aussi vous montrer tout ce qui est intrant. Donc, c'est les facteurs internes et externes que j'évoquais, qui sont relativement importants, comme la formation, etc. Donc, ça, c'est un autre modèle qui a servi justement à mettre en place le modèle que j'ai conçu. Et ensuite, ici au niveau justement du modèle qui a permis de considérer l'ensemble des aspects technologiques du modèle en question. Et enfin, le modèle ici qui aussi vous permet de voir qu'on a des régressions qui sont possibles. Donc on parle souvent, j'évoquais des progressions, mais aussi des régressions. C'est-à-dire qu'un enseignant peut régresser dans les niveaux d'acquisition. Il ne peut pas régresser dans son processus, puisque le processus est continu, mais il peut régresser dans ses niveaux d'acquisition, c'est-à-dire qu'il ne se forme pas pendant 3, 4, 5 ans, il reste toujours avec le même cours, avec l'utilisation des technologies, mais dans le même cours, et il ne revoit pas son cours, on voit une dégression dans les niveaux d'acquisition. Et ça a été prouvé, ça a été évoqué notamment chez plusieurs enseignants qui, au fur et à mesure des années, avaient conçu leur cours parce qu'ils se sont dit, ben voilà, je dois intégrer la tablette dans mon